l'actualité la plus brûlante. Et cette actualité est constituée, entre autres, comme vous le savez, de l'adresse du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies à la 73e session. L'actualité, c'est également ce meeting de l'opposition annoncé avec pompe qui a effectivement eu lieu ce samedi 29 dernier. Et autour de ce meeting, il s'est dit beaucoup de choses. Et nous allons, entre autres, évoquer cette histoire du climat qui prévaut dans le Nord Kivu, les morts à Beni, mais également cette vidéo qui circule sur la toile où l'on voit Moïse Katumbi sortant du même hôtel que Joseph Kabila. D'aucuns pensent que Moïse est allé s'entretenir avec Kabila. Même si c'était le cas, moi, Kabongatre, précisément, je n'en vois aucun mal. Si on est adversaire politique, on n'est pas ennemi dans la vie sociale. Et combien de fois des vidéos n'ont-elles pas circulé, tant contre le chef de l'État, contre Vital Kamerhe, contre tant d'autres acteurs politiques. Mais aujourd'hui, nous allons avoir le point de vue à ma droite de maître Gédéon Kolela. Il est du bureau politique du FCR, Front républicain, Front citoyen pour la République. Merci beaucoup, maître. Et il est membre du bureau politique du FCR, justement, et il est parti sociétaire de l'ensemble. Membre de l'ensemble, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et je veux dire que vous étiez aussi conseiller occulte ou visible de M. Bertrand Ewanga. Tout à fait. Avec lui, je reçois M. Dieudonné Mwenze. Il fut député, il est cadre du BPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue, M. Moïse. Bonjour, M. Lick. Merci pour l'invitation. Le deux, vous avez déjà eu l'occasion de les suivre. En tout cas, comme il se trouve là, sur ce même plateau, dans des précédentes émissions, ça fait un mois et demi, plus ou moins, je les ai fait revenir ici parce que lors de l'émission qu'ils ont eu à passer sur ce même plateau, nous avons abordé des sujets dont la réalisation s'est accomplie cette semaine, notamment les discours de l'opposition. Mais nous commençons, M. Mwenze, sur les discours du chef de l'État. D'aucuns disent que c'était un rendez-vous, une fois de plus, manqué. Un rendez-vous réussi, M. Lick. Un sommet qui était attendu par tous, c'est le 73e sommet des Nations Unies. Et le chef de l'État, Joseph Kabila, y a été présent, contrairement à ce que certains pensaient. Il a été présent pour représenter notre pays. Et son discours a été ce discours pratiquement attendu par tout le peuple congolais. C'est-à-dire qu'il a porté à la tribune des Nations Unies la volonté, exprimé la volonté du peuple congolais. Et le chef de l'État a pratiquement axé son discours sur trois aspects importants, mais ce qui m'intéresse moi sont deux aspects. Je voudrais parler de l'aspect politique et de l'aspect sécuritaire. Et sur l'aspect politique, le chef de l'État n'est pas allé par 3 chemins ou 4 chemins. Il a été clair et il a rassuré tous ses pairs. Je parle de tous ces présidents du monde entier et des représentants de gouvernements de pays étrangers pour dire cette année, en 2018, avant la fin de l'année, nous aurons les élections. Et que le processus électoral en cours dans son pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, était irréversible et le cap était tourné vers les élections, c'est-à-dire le 23 décembre, avec ces 3 scrutins, l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections provinciales. Et il a également rassuré que ce processus était essentiellement un processus des Congolais,
et que la question des élections était une question de souveraineté et que l'État congolais, avec son gouvernement, avait levé l'option de financer ces élections sur fonds propres, c'est-à-dire sans attendre des fonds qui viendraient de l'extérieur de qui que ce soit. Et le chef de l'État était clair également sur ce plan politique pour dire que la République démocratique du Congo et ses dirigeants étaient prêts à pouvoir recevoir de qui que ce soit, et surtout de nos amis extérieurs, des conseils, des observations, quelques propositions même, même des fois des critiques, mais jamais des injonctions, pour nous dire il faut aller seulement dans ce sens, pas dans l'autre, puisque la République démocratique du Congo est un pays souverain qui attendait s'assumer en tant que pays souverain. Mais qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Le chef de l'État a reproché. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Attendez, je vais y arriver. Le chef de l'État, puisque vous demandez de ce qu'il a dit de nouveau, je crois que ce qu'il a dit de nouveau, c'est le fait de dire les Nations Unies ne peuvent être une organisation qui nous appartienne tous que lorsque l'on respecte l'indépendance et la souveraineté de chaque pays. Lorsque l'on se met dans une sorte de léthargie, dans une sorte de complicité, de vouloir regarder ce qui s'ingère dans les affaires internes des autres pays, à ce moment-là, les Nations Unies cessent d'avoir réellement son sens de dire, je parle de cette organisation, de dire qu'il s'agit d'une organisation des pays indépendants qui ont signé la charte et qui répondent en tant que tels à cette organisation. Je crois que ça aussi c'est du nouveau. Sur l'aspect sécuritaire, je crois que je n'ai pas de temps, je pourrais peut-être y revenir puisque ça c'était un deuxième aspect important. Tout à fait. Maître Kolela, vous avez l'impression que le président Kabila a ému l'opinion qu'il a suivie? Olic, avant toute chose, je pense que la sagesse populaire africaine voudrait à ce que nous ayons du respect aux morts. Je voudrais, au-delà de nos sensibilités sentimentales, compatir avec nos frères de Béni. Vous savez, ils ont été égorgés comme de moutons, comme des vaches. Et ça fait très mal parce que c'est encore, je ne sais pas compter les nombres, on a remarqué que la nation continue à saigner et le peuple souffre. Malheureusement que les acteurs principaux qui se recrutent comme le concepteur de ces drames dans lesquels notre peuple est en train de vivre à Béni sont des fils de ces pays. Et la plupart exercent des fonctions d'autorité. Et vous voyez que nous sommes dans... Cela, c'est une indication, c'est la signification de non-État. Vous avez vu, comme vous posez même la même question, je pense que j'ai pu regretter que le président de la République, tout au long de son discours, il n'a pas fait mention, il n'a pas souhaité mes condoléances. C'est pour ça que vous remarquez que le Congolais en a marre de ces régimes, des autorités qui se placent au-dessus d'eux. Vous avez remarqué que même lorsque M. Moïse a parlé, il n'a pas aussi fait mention de ça. C'est-à-dire que notre peuple se sent abandonné à lui-même. De voir quelqu'un qui a été député national, on suppose qu'il est proche du peuple, mais il n'a pas trouvé du mal par du fait que le président n'a pas pu s'acquitter de ses devoirs, de compatir avec le peuple pour lequel il a dit autrefois qu'il avait la passion. Je comprends que la passion sans compassion est mortelle. Et il y a de quoi qu'on puisse se poser des questions par rapport à ça. Mais quant au discours des chefs de l'État, je pense que vous l'avez dit, vous avez eu à le dire d'une autre manière, que c'était des remakes. Il n'y a pas eu de mots. Bon, Joseph Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une idéologie de l'intelligence, des discours réservateurs, des acclamations et des soulèvements, des compassions et d'un discours factuel. Vous voyez,
je pense que c'était, s'il faut faire un quadrature arrière pour faire une étude comparative, vous verrez que ce sont les mêmes mots qu'il a dans son discours de Palais du Peuple. Et n'oubliez pas que cette communauté internationale, à un moment, a accompagné les régimes de l'AFDEL, et il a accompagné le président Kabila. Et à ces moments-là, la communauté internationale était la bienvenue. Mais aujourd'hui, parce que la communauté internationale est en train de dénoncer les crimes, alors il faut maintenant crier à l'ingérence. Donc c'est aberrant. Et c'est pas honnête. Vous savez, s'il y a une chose qu'on doit demander à un roi, c'est l'honnêteté. Vous voyez, l'honnêteté, quel que soit ce que la vie peut jeter sur vous, vous devez rester honnête, être clair. Alors, il y a eu un mot paradoxal dans les discours du chef de l'État, parce qu'il vient de parler des élections. Les élections font partie de la souveraineté. Une question de souveraineté. Oui, question de souveraineté. Mais là, c'est vrai, non? Oh, j'arrive. Et il a dit au même moment que nous sommes capables, à mesure, de financer nous-mêmes le processus. C'est au même moment on a vu les gouverneurs qui descendaient à Béni dans l'avion de Monisco. C'est controverse, ça ne s'explique pas. Vous comprenez? Et puis, M. Moïse dit, des discours étaient attendus. Attendus par qui? Je me pose des questions. Parce que le président de la République, il est parti, il s'est présenté dans une réunion de chefs de l'État, c'était une réunion ordinaire. Même cette question d'élection, si ça fait partie de la souveraineté, pourquoi l'évoquer dans les conseils de sécurité? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et ce qui est vrai, c'est que ces discours, d'après moi, c'est déjà entendu. Ce sont les mêmes mots. La souveraineté du genre, nous sommes un pays souverain, mais dans l'entretemps, on est incapable de réhabiliter la route de l'université pour arriver à Homme 10. Mais cet argent-là dont ils crient, pourquoi ils ne peuvent pas réhabiliter cette route-là? Donc c'est déjà entendu. Alors, M. Moïse, vous avez l'impression que dans le chef de l'État, le ton et les termes adoptés lors de son adresse, il y a eu cohérence ou il y a eu discordance? Mais il y a toujours eu cohérence. Toujours. Toujours. Depuis que moi je suis le chef de l'État. Il a sa manière de s'exprimer, nous l'avons toujours dit. Les discours d'un homme d'État, et surtout au niveau d'un président de la République, ne sont pas des discours qui sont prononcés au hasard. Les termes sont choisis, sont mieux placés pour des objectifs à atteindre. Et c'est ce que les tons également, c'est ce que nous avons suivi. Je ne sais pas, je crois que chacun, même autour de cette table, a son ton. Vous n'allez pas exiger, à moins d'avoir le ton de Kolela, par exemple. Donc chacun a son ton, mais pourvu que l'on suive le contenu, qu'on sache qu'est-ce que Moïse ou Kolela voudrait exprimer face à l'opinion. Alors, M. Moïse, une parenthèse. Il y a beaucoup de Congolais qui reprochent au chef de l'État d'adopter un ton lumumbiste, mais il n'a pas suffisamment d'énergie sur le terrain d'incarner les termes qu'il utilise. Vous voulez parler de quelle énergie? Je ne sais pas. L'énergie des biceps, des muscles? Non. Vous voulez parler de quelle énergie? Non, quand il parle de la souveraineté, oui. On devrait l'observer par exemple. Oui, mais on l'observe. Que la souveraineté dans un pays, le premier élément par lequel on jauge la souveraineté dans un pays, c'est la capacité de donner aux citoyens le moyen de se nourrir d'abord, sans dépendre des autres. Monsieur Luc, à l'intérieur, je crois que vous serez d'accord avec moi. Monsieur Luc, je crois que ça c'est votre définition. Voilà. C'est votre définition, je vous la concède. Mais vous n'allez pas me dire que lorsque
l'on n'a pas donné suffisamment à manger à un peuple, on cesse d'être souverain. Non, je ne pense pas que ça soit ça la compréhension correcte. Rappelez-vous qu'en 1960, lorsque l'on a réclamé cette indépendance et cette souveraineté, les Lumumba comme les Kasavubu et tous les autres n'étaient pas en mesure de donner au peuple congolais d'abord à manger. Je crois que la liberté et l'indépendance et la souveraineté va au-delà de ce que vous voulez penser. Vous pouvez bien donner à manger à un peuple, mais vous le martyrisez. Nous connaissons à travers le monde et même en Afrique des pays qui ont été jugés des grands pays de dictature alors que le peuple était en train de manger. À quoi tient la souveraineté de la République? Je vais revenir sur ça, c'est important. J'étais en train d'expliquer. Donc c'est vous dire que la souveraineté ne se renferme pas simplement dans la courte définition que vous venez de donner. Mais la souveraineté du pays a été réaffirmée par le chef de l'État à maintes reprises et le chef de l'État a réellement cette capacité politique de réaffirmer, de concrétiser cette souveraineté nationale. À quoi tient-elle? Mais ça tient par exemple à l'organisation des élections. Lorsqu'il parle aux Nations Unies que nous voulons financer nous-mêmes nos élections, vous pensez qu'il ne s'agit pas d'une question de souveraineté? Il s'agit d'une question de souveraineté. Je ne voudrais pas aussi que l'on dise que lorsqu'on n'a pas arrangé un tronçon de route, c'est qu'on cesse d'être souverain. Non, ça ne peut pas se dire. Lumumba qui a clamé tout haut le peuple congolais à son temps souverain, Lumumba a arrangé quel tronçon de route? Je crois que c'est d'abord un problème du mental et de la conception. Kasavubu qui ont participé avec tous les pères à l'indépendance de ce pays pour arranger ça auprès des Belges, puisqu'aujourd'hui ils sont encore nostalgiques. Ils ont arrangé quel tronçon de route? Mais lorsque nous parlons de Mobutu, qu'il a été dictateur, et nous disons que c'est une dictature rouge ou noire que l'on n'a pas vécue en Afrique. Mais Mobutu, dans l'entretemps, a construit des bâtiments. Vous avez le palais du peuple, vous avez le stade de martyrs, mais cela n'a pas suffi pour qu'on dise... Oui, mais cela n'a pas suffi pour qu'on dise à Mobutu que non, vous gérez bien le pays, vous n'êtes pas dictateur et le pays était totalement souverain et jouit bien de son indépendance. Les gens ont clamé tout qu'il s'agissait d'une dictature. Je crois qu'il faut comprendre ça autrement. Hein, et au lieu de dire que lorsque l'on évoque la question des élections aux Nations Unies, mais on doit évoquer cette question aux Nations Unies. Ça fait partie de la vie nationale et les Nations Unies sont énormément intéressées par le processus électoral. Si vous ne le savez pas, moi je vous informe. Ils sont énormément intéressés et même vous faites semblant devant cette caméra ou devant ces téléspectateurs pour penser que cette question n'est pas importante. C'est une question importante. Vous avez votre chef ensemble qui est pratiquement dans tous les avions en Europe et en Amérique. Il est en train de sillonner pourquoi? C'est pour le processus électoral. Donc comment voulez-vous que le chef de l'État soit à la tribune des Nations Unies pendant ce temps, au 73e sommet en 2018, et qu'il ne puisse pas parler d'un processus qui est en cours? Je crois que ça c'est une aberration, il faut savoir dire la vérité. Vous dites que je n'ai pas parlé de Béni, mais j'ai parlé avec M. Lick tout à l'heure que je voulais aborder la deuxième question qui concerne la question sécuritaire. Le chef de l'État a évoqué cette question. Et le chef de l'État ne peut pas nécessairement transmettre les condoléances à partir de la tribune des Nations Unies. Il vient de son pays, il peut le faire dans son pays par tous les services interposés. Il n'a pas besoin d'aller le dire là-bas à plusieurs milliers de kilomètres. Mais moi-même ici, dans ce studio, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà compati avec mes confrères de partout, dans le centre du pays, à l'est du pays et partout. Donc si j'avais touché la question sécurité, j'aurais bien nécessairement compris. La question sécuritaire, parlons-en maintenant. La question de sécurité, c'est une question importante. C'est une question importante et ce qui s'est passé à Béni est tellement atroce, ça il faut le dire, que ça ne peut pas être admissible pendant ce temps que l'on puisse pratiquement tuer les Congolais dans leur pays tel que ça s'est passé à Béni, au centre-ville de Béni. Ça je crois que c'est une situation qu'il faut condamner. Mais nous regrettons toujours que l'on fasse d'une situation malheureuse de notre peuple de la récupération politicienne. Lorsque j'entends mon co-débatteur, il utilise pratiquement un discours plus ou moins populiste et même démagogique à la fois pour attirer la sympathie de la population puisqu'il pense que lui seul pense à cette population. Non, ce n'est pas lui seul qui pense à cette population. Il a quelle charge pour parler de cette population? Il n'a aucune charge. C'est un acteur politique comme tout acteur politique. Mais ceux qui ont des responsabilités pensent à ce peuple et s'expriment à des moments venus et dans des mots bien compris pour qu'il puisse compatir avec ce peuple. Mais quand on fait de la récupération politicienne,
Je l'ai entendu même dans les meetings de samedi. Les gens semblent se... J'ai même vu des vidéos circuler où les gens prennent leur chemise, ils mettent quelque part un petit béni et ils mettent leur parti politique ici. Mais qu'est-ce que ça a à faire béni ici et parti politique ici? Donc voyez la récupération politicienne. Alors qu'il s'agit d'un malheur de tout le monde. Ceux qui meurent là, ils sont et de la majorité et de l'opposition. Mais pourquoi il faut faire cette récupération politicienne? Je crois que ce qui est arrivé à Béni est malheureux. Nous l'avons condamné. Il s'agit des forces résiduelles accompagnées par d'autres forces qui viennent de l'extérieur du pays. Nous l'avons dit, puisque ça a été constaté par nos services, qui viennent de l'extérieur du pays et qui viennent semer la terreur. Et ils n'ont pas choisi cette journée de samedi pour rien, puisqu'ils savaient que le chef de l'État devait aller se prononcer aux Nations Unies. Et ils ont trouvé le temps pour poser cet acte et donner l'impression à la face du monde que le pays de Joseph Kabila, c'est un pays qui n'est pas vivable et que les Nations Unies qui vont écouter Joseph Kabila, qu'ils sachent qu'il y a du terrorisme, que Joseph Kabila ne sait pas mater. Mais ça, c'est ce que nous disons, la récupération politicienne. On ne peut pas tuer ses frères, on ne peut pas tuer des Congolais, puisqu'on veut simplement donner un message aux Nations Unies. On vous a écouté. Je crois que c'est malheureux. Mais il y a aussi un aspect sur lequel le président de la République s'est apaisanti. Le départ de la MONUSCO. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est l'aspect à la fois sécuritaire et politique. Voilà. C'est-à-dire, ça prend les deux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avons vu ce qui s'est passé à Béni. Nous avons vu les marches à Béni. On n'a même pas toléré un seul élément de la MONUSCO. C'est par contre les FARDC et la police nationale qui a encadré tous ces manifestants. Donc on n'a même pas voulu voir un véhicule de MONUSCO. Et ça, ce sont des négociations qui se passent dans le pays depuis un temps où on a dit les circonstances ont changé. Nous ne sommes plus en 1999 où la MONUC à son temps était venue avec des réalités tout à fait autres du temps de Mzee Laurent Désiré Kabila, des mémoires. À ce moment-là, le pays était au bord de l'implosion et qu'il fallait combattre les prêches, permettre à ce que des forces qui sont étrangères puissent amener la sécurité. Mais on s'est rendu compte que plusieurs années après, plusieurs dizaines d'années après, la MONUSCO pratiquement a un bilan mitigé, comme le chef de l'État l'a dit, et qu'il est important que l'on puisse envisager le retrait progressif et effectif de ces troupes. Au lieu d'avoir plus de 20 000 hommes, aujourd'hui comme nous les avons, on peut descendre lentement jusqu'à peut-être à 10 000 hommes, à 5 000 hommes, progressivement, pour que nos forces armées et nos forces de sécurité restent maîtres de la sécurité, comme le dit la MONUSCO tous les jours. Entendu, Maître Kolela. La question de la MONUSCO, les chefs de l'État semblent être, en tout cas, très réticents vis-à-vis de la présence de la MONUSCO, une présence prolongée, mais pour des résultats, comme le dit M. Moïse, des résultats mitigés. 20 ans durant. Je suis surpris pour mon co-débatteur. J'ai quand même du respect pour lui parce que, comme je disais tout à l'heure, au-delà de ce qu'on peut avoir comme des convictions politiques par rapport au choix de nos partis, mais nous avons un patrimoine national que nous partageons ensemble. Nous avons les mêmes destins. Et je pense que même si peut-être lui, il roule dans un carrosse, dans les grosses cylindrées, mais la souffrance de ceux qui subjuguent et gémissent sous la férile du tyran militaire, cette souffrance devrait l'interpeller. Parce que lui-même vient de dire que parmi le peuple qui est tombé là-bas, il y a aussi les gens de l'opposition et de la majorité et du pouvoir, de la mouvance présidentielle. La majorité a cessé d'exister depuis qu'ils ont dépassé totalement les délais de mandat. Allez-y dans votre argumentaire. Ouais. Alors, et que les gens qui tombent comme ça, la nation qui saigne, au moment où le président de la République est devant le Conseil de sécurité, il doit prendre cette question en seconde liée. Je suis vraiment surpris que c'est quelqu'un qui doit être proche de la population qui tient un tel langage. Vous comprenez? Donc, les chefs de l'État incarnent la souffrance et la joie de son peuple. Lorsque le peuple est touché, vous voyez combien de fois
Obama a même pleuré parce qu'il y a eu quelques enfants qu'on a tirés. Mais ici, on parle des gens qu'on a égorgés. Et ça fait 17 ans que ce peuple est en train de tomber au regard de la décomposition de l'État. Le peuple, donc, au regard de la décomposition de l'État, face au foyer des tensions qui sèment de terreur, il vient de dire. Mais ça fait 17 ans que Joseph Kabila est au pouvoir. Que cette situation demeure en maîtresse absolue. Elle domine tout le monde. Il y a eu même au Kasaï, même ici à Kinshasa, vous avez les charniers de Maluku. Et vous pensez que cette mission de MONUSCO, pendant 17 ans, devrait s'occuper des questions de la sécurité. En quoi est-ce qu'on parle de la souveraineté? Moi, je ne sais pas. La souveraineté n'est rien d'autre que l'intangibilité des frontières. L'autorité de l'État. Qu'est-ce qu'on appelle l'autorité de l'État? La sécurité, c'est une priorité. C'est les principaux. Monsieur Moïse, vous n'allez pas m'étonner. Vous êtes quand même quelqu'un qui a étudié. Vous êtes quand même parmi l'élite de ce pays. Comment vous pouvez dire que non, la mission onusienne devrait sécuriser la population? Quel est le rôle de l'armée congolaise? Et ils sont là pour la logistique. Ils sont venus nous appuyer. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que voilà, et même lui-même, le chef de l'État, pas plus loin qu'il y a peut-être 1 mois ou 2 mois, lorsqu'il est sorti dans sa conférence de presse où il s'est isolé paradoxalement de ne pas valoriser le capital humain congolais, il a dit que tous les plans de retrait de MONUSCO ont échoué. Et maintenant, quand il demande que la MONUSCO puisse se retirer, c'est maintenant que le plan a reçu. C'est de la confusion. On ne comprend pas qu'est-ce que Joseph Kabila voulait dire et qu'est-ce qu'il a dit. Parce que là, il y a la confusion. Pas plus loin qu'il y a 2 mois, il a dit que tous les plans établis pour le retrait de la MONUSCO ont échoué. Mais à partir de quand ce plan a réussi pour qu'il demande aujourd'hui à la MONUSCO de se retirer? Ben, mais vous m'avez posé la question. Oui, oui. Vous avez dit beaucoup de choses en même temps. Je vous invite, Monsieur Moïse, à faire... peut-être qu'on aura un autre plateau. Moi, je suis disponible pour revenir là-dessus. Oui. On verra comment ça va aller. Entrons maintenant dans cette affaire du meeting de l'opposition. D'aucuns disent que l'opposition n'a pas réussi à mobiliser véritablement des gens et que la place triomphale avait des espaces vides. Ce qui montre la faible mobilisation et la faiblesse de l'opposition à pouvoir mobiliser les Congolais. Kinshasa, près de 13 millions d'habitants, il n'y a même pas eu, disent-ils, plus de 300 000 personnes à la place. Monsieur Luc, je vais répondre à votre question sur le dernier meeting de cette frange de l'opposition. Mais acceptez que je rencontre quelques préoccupations de mon co-débatteur. Très rapidement, parce que les je ne voudrais pas qu'il parle de grosses cylindrées et prétendre dire que Moïse roule avec des gros cylindrées, alors que les grosses cylindrées véritables sont dans l'opposition. Le samedi, je ne sais pas si vous avez fait un tour du côté des triomphales. Vous avez vu les gros cylindrées, et elles sont là, les grosses cylindrées dont il veut parler. Mais il fait semblant, il pense que moi, Moïse, aujourd'hui, je ne suis même pas aux affaires politiques, que je peux rouler avec gros cylindrées. Mais c'est aussi un droit, je peux en avoir, mais pour des moyens qui ne sont pas des moyens de l'État, pour des moyens personnels. Mais je voudrais parler de cette opposition qui, en principe, nombreux, dans leur cursus, n'ont même pas encore travaillé, ne fût-ce que dans une cabine téléphonique. Mais on le voit là-bas avec des gros cylindrés. Ils érigent des bâtisses partout dans la ville. D'où vient l'argent de tous ces gens-là? Mais est-ce qu'il peut nous répondre? Puisque je suis en mesure de donner même les adresses de ces constructions de maisons. Je suis en mesure de donner même les numéros de plaques de ces grosses cylindrées. Vous les avez vus. Fumées, teintées, vous ne pouvez même pas voir dedans. Vous pouvez penser qu'il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui passe?
Mais vous pensez que ces gros cylindrés-là, je n'ai pas vu de voiture, il est là, il peut dire ça à notre peuple. Il n'y a eu que des gros cylindrés. Vous pensez que ces gros cylindrés sont acquis sur fond de quoi? Non, il faut dire la vérité. Je ne voudrais pas qu'on revienne également sur les 17 ans de pouvoir. Je vais revenir sur les 17 ans du pouvoir, s'il vous plaît, M. Kolela. Les 17 ans de pouvoir. Mais c'est bien de le dire, j'accepte. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001. Mais il a géré avec qui? Avec nombreux qui sont chez vous, qui pensent qu'ils sont dans ensemble, comme vous dites ensemble, ou dans l'opposition, comme une blanchisserie. Vous n'êtes pas blanc là-bas. Nombreux ont géré avec Joseph Kabila. Et nombreux ne l'ont même pas aidé à réussir. Et beaucoup de choses aujourd'hui négatives qui ne marchent pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Je vous dis que nombreux, aujourd'hui, beaucoup de choses négatives que l'on voit dans le bilan de Joseph Kabila, mais sont l'œuvre des gens qui sont chez vous. Aujourd'hui, la SNCC ne marche plus à Lubumbashi. C'est l'œuvre de vous, avec tous les tracts que vous avez appelés Hakuna Matata. Et je ne sais pas, les autres, on les a appelés, je ne sais pas, Djambo Sana. Mais tous ces tracts-là, des centaines de tracts qui transportent des minéraux. Vous pensez que la SNCC qui a été créée pour le poids lourd peut encore vivre? Mais ça, c'est votre œuvre. La Gécamine aujourd'hui est à genoux. Lisez ce que l'on a appelé la série de lettres ouvertes de Mouyambo, qui est membre de chez vous. Lettres ouvertes adressées à votre chef d'ensemble. Mais dans toute cette série de lettres, il parle de quoi? De la déconfiture de la Gécamine, où les factures fallacieuses ont été adressées. On a mis la Gécamine à moule, on réclame ce qu'on n'a pas fourni, on surtaxe, on surfacture les marchandises et les poissons essentiellement, puisque c'est ça qu'on fournissait. Et on a bâti cette fortune sur ça. Et quand on revient comme gouverneur, tout le temps que l'on a passé, c'est le business. Et vous pensez qu'avec ça, on peut réussir. Même ici à Kinshasa, toujours les gens de chez vous, on les a vus piloter le contrat chinois dont on a parlé. Moi, j'étais encore à l'Assemblée nationale. Mais ce sont les gens qui sont chez vous d'ensemble qui ont piloté ce contrat chinois. Mais aujourd'hui, ils peuvent nous dire quoi sur ce contrat chinois? Mais nous avons vu sur le plan de l'investissement. Puisque les investissements, c'est là où on donne de l'argent. Vous parlez bien de construire, vous parlez bien de construire des routes. Mais ceux qui ont été au plan, à la direction du plan, qui ont eu des investissements de capitaux, frais de l'étranger, pour ces investissements dans ce pays, ils sont avec vous. Aujourd'hui, ils peuvent nous dire quoi? Ils peuvent nous donner quel bilan? Non, s'il vous plaît, n'allons pas jusque très loin comme ça. Mais parlons de meeting. Mais je voudrais simplement dire que, pour ce qui concerne la souveraineté du pays, et c'est là où vous n'avez pas dit grand-chose, puisque vous condamnez à Joseph Kabila de n'avoir pas dit grand-chose, mais vous, par contre, vous parlez encore très mal et ne pas dire grand-chose. Puisque au même moment que vous condamnez la souveraineté du pays, au même moment, vous refusez que les troupes onusiennes ne quittent le pays. Mais ça, c'est nous mettre sous tutelle. Vous vous dites bien, nous voulons la souveraineté. Joseph Kabila n'a pas de capacité de cette souveraineté. Mais lorsqu'il demande aux Nations Unies de dire, retirez vos troupes, puisqu'à travers le monde, partout on a vu les forces des Nations Unies, nulle part où on a imposé la paix. Nulle part, à travers le monde. Il peut me donner l'exemple. Et lorsque Joseph Kabila demande ça, on dit non, il a parlé des plans, il a parlé de ceci. Ce n'est pas normal qu'il demande le retrait des troupes. Non, c'est une question de souveraineté. Je reviens sur ce meeting. Mais, ça c'est encore un échec. Vous le dites bien. Ce meeting qui était prévu entre 10h et 15h. Moi-même, j'ai fait un tour là-bas. Jusqu'à 15h, il n'y avait presque pas de gens. Il n'y avait personne. Et aujourd'hui, vous avez les communiqués de la police où le nombre le plus favorable qu'on attribue à ces participants là-bas, c'est autour de 5000 personnes. Dans une ville, comme vous l'avez dit, à plus de 12 millions d'habitants ou 13 millions d'habitants. On est incapable de mobiliser même 1 million. Même 1 million. S'il vous plaît, je voudrais parler d'un dixième, même d'un 13e. On est incapable de mobiliser un 13e. Même les quelques 4000 ou 5000 dont on parle, et la police donne les chiffres comme les autres services d'observation, donnent les chiffres qui avoisinent 4000 et 5000. Mais sont venus quand? C'est autour de 16 heures. Si le gouverneur de la ville Kimbuta était très sévère pour dire, monsieur, vous m'avez écrit votre lettre à vous-même, pour dire, vous allez tenir votre meeting de 10h à 15h, nous sommes 15h, au-delà de 15h, on doit vous disperser. On aurait encore dit quoi? Monsieur, vous voyez dans ce pays-là, on aurait dit quoi? Il est là, il sait, s'il a été là, je ne sais pas s'il a été là, puisqu'il y a aussi nombreux qui ne sont pas souvent là. Donc, mais s'il a été là, ce meeting s'est tenu quand? C'est au-delà de 15h. L'incapacité de mobilisation. Et nous avons dit, cette opposition est incapable, pas
pas simplement de mobiliser, puisque ça, en principe, c'est les symptômes que l'on voit. C'est puisque le peuple ne croit pas en la capacité d'une alternative crédible de cette opposition. Et cette opposition elle-même en interne, elle est plombée, minée par des dissensions. J'ai entendu, je voudrais vraiment qu'il nous réponde à cette question. J'ai entendu un responsable d'ensemble dire, nous avons créé ensemble, c'est pour la candidature de Moïse Katumbi. Si Katumbi n'est pas candidat, nous on ne soutient aucun autre candidat. C'est venu d'un responsable d'État. On ne soutient aucun autre candidat. Chacun va soutenir le candidat qu'il veut. Quelqu'un a même dit, on peut même soutenir notre candidat à nous, Emmanuel Chadari Ramazan. Oui, mais j'ai entendu, c'est venu d'eux. Je parle d'un responsable important, on peut même citer son nom. Mais alors, aujourd'hui, ici, qu'ils n'ont presque pas de candidats. J'ai entendu leur probable candidat ou ancien candidat, mais malheureux candidat, parler de l'étranger en vidéoconférence dans un enregistrement avec un lingala pratiquement colmaté. Nous l'avons entendu. Mais finalement, là, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu puisque tantôt on ramasse à gauche, on ramasse à droite et à la fin on nous parle derrière, l'autre derrière. Donc vous comprenez que nous sommes devant une opposition qui ne rassure pas et le peuple n'a pas besoin d'aller à ce genre de cérémonie. Et heureusement qu'il y a eu vers 16h, comme vous voyez, il y a toujours un peu de curieux autour des triomphales, autour du stade des martyrs. Bon, ces curieux sont venus comme il y avait beaucoup de tapage et de ceci. Et l'on parle à la fois de machines à voter. Ben, le chef là qui a parlé de machine à voter dans la vidéoconférence, a-t-il déjà vu la machine à voter? Ben, puisqu'elle la voit, l'a-t-il déjà touché? Mais on parle des choses qu'on n'a jamais vues comme si on les a déjà vues. Il est à Bruxelles tout ce temps ici et en Afrique du Sud. Donc je crois que c'était un échec. Et heureusement que le pouvoir en place a donné l'occasion pour que l'on constate la faiblesse de l'opposition et qu'on ne dise pas qu'on n'a pas ouvert l'espace. Et c'est aussi une démonstration que réellement la démocratie respire dans ce pays. Alors, sous la houlette de Joseph. Maître Kolola, vous allez répliquer, mais M. Moïse a d'abord dit la co-responsabilité qu'il y a entre ceux qui se trouvent dans votre famille politique et ceux qui sont restés fidèles à la majorité présidentielle. Donc l'échec est partagé. Qu'en dites-vous? S'il y a échec. Je pense que si moi je suis de logiciel mental tourné vers les progrès et les développements. Oui. Je ne peux pas me verser. Mais avec un regard dans le passé. Oui. Je veux bien rencontrer les éléments qu'il a soulevés. J'accepte que ces gens, ils ont volé, n'est-ce pas? Donc moi j'accepte. Dans l'absurde, j'accepte. Soyez un peu plus précis. Quand vous dites ces gens, parce que c'est lui. Quels gens? Lui, ils les connaissent. C'est ceux qui sont. Il n'a pas cité les noms. Non, maintenant cette émission, nous la faisons pour l'opinion. Quand vous dites ces gens, dites à l'opinion, ces gens, ça remplace tel. Vous les identifiez. Monsieur Lick, je pense que lorsque M. Moïse a parlé, il n'a pas cité les noms. N'est-ce pas? Il a seulement dit que ceux qui sont avec nous. Et moi, je reconnais qu'il y a des gens qui étaient avec eux, qui nous ont rejoints. Donc, parce que moi, je n'ai jamais été de ces gens, ce sont ceux qui sont avec vous. C'est-à-dire que ces gens, après avoir goûté à la musique, les gens qui sont avec eux. Le problème, c'est que ils ont volé. C'est lui qui dit. C'est lui qui est avec eux. Il a volé avec eux. Et vous endossez. Ils ont été. Non, monsieur Lick, j'ai dit, moi je suis dans l'opposition. Oui. Tous ces gens, que ce soit Katumbi dont il parle, leur venu, il m'a trouvé dans l'idéal vers la démocratie. Oui. L'idéal de alors tous ces gens-là, les Katumbi, les Kamita, tous les hindous... Maintenant, les chefs défilent. Et même les Bemba, parce qu'à un moment donné, ils ont travaillé, les Mouzito, tout ce monde-là, donc, vous acceptez qu'ils ont volé. Mais vous me donnez l'impression comme si vous êtes dans une même équipe. Je ne suis pas avec vous. Mais vous ne me laissez pas. Allez-y. Oui, vous me laissez de parler. Moi, je suis un papa, chef de famille chez moi. Je constate que j'ai des enfants qui sont des voleurs. Quelle attitude que je dois adopter? Parce que, donc, on a toujours dit, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Il n'y a que donc un papa voleur qui doit pondre les enfants voleurs. Parce que si ces gens-là,
Et eux, ils ont volé celle. Et là, vous allait mettez voir où la la sanction. liberté individuelle? On allait voir la sanction. Et comment, donc, les chefs de file, c'est-à-dire ces gens-là, on suppose qu'ils avaient un général, et ils étaient des caporaux, il y avait des lieutenants, et il y a un général qui est là. Et que les caporaux ont volé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais il y a un général qui est là, mais qui ne s'est pas occupé, qui ne s'est pas donné le devoir de les sanctionner. Alors, si, moi je me pose, c'est pas absurde, parce que moi je n'ai jamais travaillé dans leurs institutions, j'ai de mains propres. S'ils ont volé, ils n'ont pas été sanctionnés, donc on n'a pas constaté les vols. On n'a pas constaté les vols, c'est-à-dire que moi c'est Moïse, c'est qui a volé quoi. Mais ce qu'il faut dire, il faut reconnaître, c'est-à-dire s'il y a une chaîne de vol, il y a aussi le sens des responsabilités. C'est comme aujourd'hui, si on peut dire que Katumbi a volé, Katumbi avait un président de la République. Et ce président-là, vous pensez qu'il a donné l'occasion à Katumbi de voler seul, sans sanctionner Katumbi, et lui-même. C'est ça que moi je veux que Moïse puisse nous dire, que le président... Allez-y vite, il nous reste 4 minutes. Ok. Moi, je voudrais bien que Moïse, qui connaît les voleurs, et je sais aussi qu'à un moment donné, moi, je ne suis pas pour Katumbi. Si Katumbi avait volé, mais l'État existe. Mais c'est l'État-là qui existe. Il faut qu'on sache qui a volé quoi et qui pouvait sanctionner qui. Ça, c'est très important. Maintenant, vous avez parlé des meetings. Vous savez, moi, je n'aime pas faire les analyses sur les bobards, des colportages. Et si réellement Moïse était sur place, je sais que je ne pense pas. Il n'a pas été, et je ne pense, il doit être honnête pour dire si réellement il a été là-bas. Parce que si réellement il a été là-bas, moi j'étais sur place, donc j'ai vu les gens jusqu'au niveau de Pont-Gabi. Et d'ailleurs, je vous ai appelé, je vous ai dit ce qui m'est arrivé. Donc je perdis le porte-monnaie, et à quel niveau que j'ai perdu le porte-monnaie. Donc il y avait une foule. Imaginez aujourd'hui avec tout ce qui se passe, une nation qui saigne, un peuple qui en a marre de ces dirigeants qui se placent au-dessus de vous. Vous voyez leur langage? Un peuple qui est considéré comme le masse laborieux et corvéable à souhait peut entendre le meeting de l'opposition et rester. Et vous avez entendu ce que ce peuple disait: ne nous trahissez pas. Oui, ça ils ont dit, parce qu'il y a beaucoup de traîtres parmi vous. Il ne faut pas nous trahir. Et la trahison là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des traîtres qui dirigent le Congo, et vous, il ne faut pas être comme eux. Il ne faut pas traverser. Oui, mais parce ça peut aussi dire qu'il y a parmi vous des traîtres, ne nous trahissez pas. Oui, ne nous trahissez pas, c'est-à-dire il ne faut pas encore rentrer là-bas, parce que là-bas, il y a comme lui a reconnu, il y a des voleurs qui sont restés. Vous avez quitté ce voleur-là, il ne faut pas encore rentrer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, comme il parle lui-même des cas de vol, il doit nous dire qui a volé quoi et qu'est-ce que vous avez fait. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que les Congolais souffrent des institutions affaiblies par la violation massive de lois et des constitutions. Aujourd'hui, si on est arrivé là où on est arrivé, mais c'est moi qui connais. Alors Maître Kolela, on va aller vite à l'essentiel. Parce que l'opinion attendait la présentation d'un candidat unique. Ça n'a pas eu lieu. Vous vous êtes attaqué à la machine à voter, c'est les discours de tous les jours. Au fichier corrompu, c'est les discours de tous les jours. Est-ce que votre finalité, c'était seulement de montrer aux gens que nous savons mobiliser? M. Moïse a parlé de 3 000, 4 000, bon, même arrondissons 5 000 personnes. Ou est-ce que vous aviez une autre finalité que vous avez atteinte ou que vous n'avez pas atteinte? Bon, je pense que vous me posez la question oui, de bien sûr. Candidat ou unique, je n'ai pas compris. Au commun. Vous savez, tout le monde, tous les acteurs, si vous avez suivi les discours, en commençant par Jean-Pierre Bemba, vous allez comprendre que Jean-Pierre Bemba, après 10 ans d'emprisonnement, que c'est un homme qui a atteint un certain niveau de mentalité, parce qu'il a parlé des choses très importantes. Vous sentez que l'ingratitude, les concentrismes et l'insouciance des autres
ne doivent pas, ces faits ne doivent pas guider ces faits politiques. Il a insisté sur ça. Mais pour parler de candidat unique, je pense que c'était un même langage. Mais ce qu'il faut savoir est que la vie, c'est un voyage. La vie, c'est un voyage. Donc, dans un voyage, il y a des problèmes à résoudre. Il y a des leçons à tirer. Et il y a aussi, ce qu'on peut dire, comme des expériences. Et question de candidature unique, tout le monde est d'accord. Et aussi, je vais vous dire que ce n'est pas une question constitutionnelle. Mais c'est un préalable absolu relativement aux aspirations de notre peuple qui veut absolument... Est-ce que cette semaine, comme l'a dit Jean-Pierre Bemba, l'opposition va se réunir Adolphe Mouzito a expliqué, le plus important d'abord c'est le programme commun. Lorsqu'on a un programme commun, à ce moment-là, on doit statuer sur porteur robot. Et nous n'aurons pas un candidat qui vient pour faire exécuter son plan. Il faut que le projet de société soit commun. Et à ce moment-là, on a un candidat commun. Et ne vous en faites pas. Gardez votre mal en patience. Vous l'aurez, le candidat. Dans la vie, je vais finir par là. Dans la vie, il y a des ceux qui courent, il y a des ceux qui marchent. Mais Dieu avait fait une chose, que la tortue et le cheval puissent se trouver dans l'arche de Noé le même jour. Oui, mais pas à la même vitesse. Alors, Monsieur Dieudonné, vous avez juste 1 minute pour conclure. 1 minute, je vais tenter. Oui, juste 1 minute. Je voudrais d'abord me féliciter, s'il vous plaît. Je me félicite du fait que j'entends mon co-débatteur faire l'aveu que réellement les voleurs sont dans leur camp. Mais ce qui est connu, c'est que les voleurs sont ce qu'ils sont. Ils sont généralement rusés et on ne les attrape pas toujours. Okay. Le fait qu'on n'a pas attrapé un voleur, ce n'est pas pour autant que ça dédouane le voleur de sa qualité de voleur. Mais la mégestion, ça c'est connu. MCK, cette compagnie minière, est au Katanga, est responsable, c'est qui? Le propriétaire, c'est votre chef. Hakuna Matata dont je parlais, des centaines de tracts qui ont mis à genoux la SNCC. S'il vous plaît, à Barigan, s'il vous plaît. Laissez-moi conclure, laissez-moi conclure, s'il vous plaît. Vous allez accepter cette responsabilité. Attendez, vous allez le lire. Je voudrais dire, pour ce qui concerne le meeting, la population réellement attendait ce que vous avez dit. Soit un candidat commun pour l'opposition, et Emmanuel Shadari attend ce candidat pour l'affronter, soit un programme commun. Ils sont incapables d'avoir ni un programme commun, ni une candidature commune. J'ai toujours dit ça sur ce plateau, que cette histoire de candidature commune, même des programmes communs, c'est une possibilité impossible. Lorsque l'on voit les appétits politiques gloutons de ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, on ne peut pas leur donner la chance de se mettre d'accord, d'être altruiste et de penser qu'il faut privilégier l'intérêt général. Chacun est ce qu'il est. Suivez les réseaux sociaux. Ils s'injurient entre eux d'ailleurs. Ils se pénalisent entre eux. Ils sont en train de s'auto-détruire entre eux. C'est vous dire que aujourd'hui l'opposition est incapable de nous amener une alternative possible. Merci, monsieur Moïse. Maître Gédéon, 1 minute, on termine. Bon, parce que vous n'avez pas répondu à ce que M. Moïse avait dit, que l'un de vos responsables a dit, nous avons formé ensemble pour la candidature de Moïse, comme il n'est pas là, nous sommes prêts à soutenir même qui, mais c'est les gros bobards de l'année. Moi, je réponds, c'est les gros bobards de l'année. Ça, il faut. Alors, je cite l'auteur. Je vais vous allez me donner quelques secondes. Je vais citer l'auteur. Mais est-ce que c'est moi qui ai la parole? Allez-y. La preuve en est que Moïse a parlé par vidéoconférence, tout le monde l'a suivi. Il a dit qu'il est prêt pour soutenir les candidats communs. Et puis cette semaine, ils vont se rencontrer pour dégager cette question des candidats communs et d'un programme commun. Mais lorsqu'on vous parlait de candidat Shadari, mais lui a des morts, le bilan des morts qui doit justifier. Rossi Mukendi, il a été tué par qui était le ministre de l'Intérieur. Vous voyez? Donc lui a de Kamwina Sampou. Et vous savez, c'est un candidat d'abord qui est sous sanction J'ai posé la question à Dieudonné Moïse.
il accepte la responsabilité parce qu'il parle devant un minier. Autrefois, je l'ai fait la démonstration. Sur les 658 sociétés, il veut que moi j'ai parlé de MCK. L'abréviation c'est MCK. Les sociétés. MCK. Francis, là vous que pouvez... je cite les sociétés. Entre nous. Vous avez les rapports de Bloomberg. Est-ce qu'il n'a pas lu ça? Ça, ce sont des vous avez... Non, moi je parle d'une société qui a l'abréviation MCK. La voix de l'homme paraît toujours très bien. Vous êtes très loin de moi à ce qui concerne vous savez la signification de MCK. Dites-nous la signification de MCK. Posez la question. Nous avons 4 000 MCK c'est quoi? Nous avons 4 000. Dites-nous MCK c'est quoi? MCK c'est quoi? Nous avons 30. Là vous parlez sans preuve. Moi j'ai des preuves. Par les noms. Moi j'étais MCK c'est quoi? J'accepte les risques. Parce que vous avez les services de sécurité. Vous avez la... Répondez à ma question et je vais vous répondre. Que je vous cite. MCK ça veut dire quoi? MCK. Ne me posez pas de questions. Non mais je vous pose la question, c'est une société minière. Vous, mais c'est moins. Mais moi je vous cite. Donnez-nous la signification de MCK. Les téléspectateurs veulent savoir la signification de cette société minière. MCK qui est au Qatar. Je vais vous dire. Les téléspectateurs veulent savoir le propriétaire de ces centaines de conteneurs. Vous ne maîtrisez même pas la question. Vous qui maîtrisez le premier. Arrêtez. Vous qui maîtrisez le premier. Arrêtez. Les centaines de tracts. Est-ce que vous voulez? Qui est le signataire des contrats? Les centaines de tracts. Hakuna Matata. Habari Muzuri Kani. Ça appartient à qui? Bon, très bien. Répondez-moi. Nous aurons une autre émission sur les débats sur le mine. Mais pour l'instant, veuillez vous saluer. Ah, pas de problème. Non, mais non, ne parle plus, on a terminé. Merci beaucoup, maître Gédéon Kolela. Merci de vous être déplacé pour répondre à mon invitation. Merci beaucoup, monsieur Mwenze Dieudonné, d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour l'invitation. Nous avons fixé rendez-vous à nos téléspectateurs pour une prochaine fois. Je salue vos héros dans l'ombre, tous les techniciens et les caméramans, les techniciens. Et un coucou surtout aux responsables de la chaîne, je parle de Chaban.